Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 9 ans, mon fils faisait sa première crise d'épilepsie. Ce jour-là, j'ai cru le voir mourir sous mes yeux et ceux de son frère qui avait alors 12 ans. Ce jour-là, sa vie a changé. Chaque année, en France, 5000 enfants de moins de 10 ans déclarent une épilepsie. Chaque année, 5000 enfants doivent réinventer leurs rêves. Chaque année, 5000 familles, parents, frères, sœurs, grands-parents, doivent apprendre à vivre avec la peur de la prochaine crise. Ce sont pour ces raisons que la FFRE a décidé d'organiser ce colloque pour informer les jeunes patients et aider les familles à accompagner au mieux l'épilepsie de leur enfant ou adolescent. En tant que mère d'un adolescent, maintenant jeune adulte, épileptique, pharmacorésistant, j'ai traversé ce que vous traversez toutes et tous. La peur de le laisser ne serait-ce qu'une minute, de le laisser partir en sortie scolaire, à un anniversaire, au bord de la mer. La peur de l'oubli du traitement, la peur de le voir entravé dans ses rêves, dans sa vie. Sans parler de la peur de l'accident ou de la crise de trop. Toutes ces peurs ne doivent pourtant jamais nous faire oublier la nécessité de les laisser grandir. Pour cela, dès l'annonce de l'épilepsie, les familles entament un parcours du combattant. Obtenir des rendez-vous médicaux, il faut souvent 1 an pour un spécialiste en épileptologie. Organiser la scolarité avec des interlocuteurs plus ou moins à l'écoute et surtout l'obligation de recommencer tous les ans. Ne pas oublier la fratrie qui parfois se perd ou s'oublie dans ce quotidien tumultueux. Il faut ensuite décider comment on appréhende la stigmatisation, les interrogations des amis, des enseignants, de l'entourage. Faut-il en parler à tous? Certains préfèrent le cacher, voire se cacher et se désocialisent. Faut-il s'interdire tout ou seulement certaines choses, à l'école, au sport ou des sorties avec des amis par exemple? Comment gère-t-on les interdits ou les incapacités, tout en leur laissant la possibilité de grandir et d'évoluer normalement dans notre société? Parce que oui, c'est tout à fait possible pour beaucoup de jeunes épileptiques. L'épilepsie, c'est un handicap plus ou moins important pour ces jeunes, mais presque toujours présent. Il faut alors se plonger dans les méandres des démarches administratives à la française, les PAP, PAI, PPS, PPRS, les AVS, les AESH, la MDPH, et là je vous ai tous perdus. Enfin, si ce n'est pas le cas, la MDPH va s'en charger. Ces quelques interrogations, mais aussi toutes les nombreuses autres que l'on se pose le long du parcours de notre enfant, sont des raisons du colloque d'aujourd'hui. Comment accompagner au mieux l'épilepsie des enfants et des adolescents? Avant de laisser la parole à Cécile Coumeau, que je remercie pour sa présence et sa fidélité, je souhaite remercier Monsieur Lecoq, maire du 6e arrondissement, de nous recevoir aujourd'hui dans sa mairie, ainsi que tous les intervenants qui ont pris sur leur temps pour être présents et vous partager leur expérience. Je voudrais terminer ces remerciements en saluant Dominique Felten, à qui j'ai succédé au mois de juillet. Sous sa présidence, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de projets de recherche ambitieux et prometteurs qui ont pu voir le jour. Il a prolongé l'œuvre fondatrice de Bernard Hezambert, sans qui rien n'aurait été possible. Soyez certains que je mettrai toute mon énergie et ma détermination à faire en sorte que la FFRE continue à soutenir toujours plus la recherche au service des patients. J'espère que ce colloque vous apportera certaines réponses à vos questions, vous permettra de naviguer plus aisément dans les dédales des parcours de soins et scolaires de vos enfants,
et vous permettra de rêver de nouveau avec votre enfant, des rêves aménagés certainement, mais des rêves en grand. Et maintenant, je vous souhaite à tous un bon colloque. Cécile, je te laisse la parole. Merci Marion Richard, merci beaucoup pour cette introduction pleine d'humanité. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque organisé par la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie et ravi d'animer, comme le disait Marion, ce temps fort de la FFRE pour la 4e année consécutive. Donc cet après-midi, on va aborder un sujet qui est à la fois intime et collectif, comment mieux accompagner l'épilepsie chez l'enfant et l'adolescent. C'est une question qui touche à l'intime parce que ça touche à la vie de l'enfant, de la famille, ce cercle rapproché, mais qui nous concerne aussi tous collectivement, parce qu'il interroge encore et toujours notre capacité à accueillir la différence, à lever les peurs et les préjugés. On va donner la parole donc à des médecins, des parents, des enseignants, mais aussi des jeunes qui vivent la maladie au quotidien, sans doute comme vous. L'idée, c'est de comprendre, d'échanger et surtout donc de donner des pistes un peu concrètes, si possible, pour vous soutenir. Alors, sans attendre, je vous propose que nous lancions le premier temps fort de cet après-midi, qui s'intitule donc « Comprendre et apprivoiser la maladie ». Parce que l'épilepsie, ce n'est pas un diagnostic qui tombe tout d'un coup. C'est souvent un chemin qui est fait d'observation, d'examen, de doute. Et quand le mot épilepsie est posé, il ouvre plus de questions parfois qu'il n'apporte de réponses. Donc, pour tenter d'apporter des réponses, on a 4 personnes autour de cette table, derrière cette table d'ailleurs, pas autour. Le professeur Sylvie Nguyen, qui est chef du service de neuropédiatrie au CHU de Lille et présidente du conseil scientifique de la FFRE. Le docteur Nathalie Villeneuve, au bout de la table, neuropédiatre à l'hôpital de la Timone à Marseille et au centre de référence épilepsie rare de la PHM. Le docteur Christine Bulto, voilà, neuropédiatre et neuropsychologue à la Fondation Rothschild à Paris et spécialiste de la chirurgie de l'épilepsie. Et Rosane Morel, qui est mère d'une patiente et administratrice de la FFRE. Alors je précise qu'il devait y avoir à la place de Rosane Alan Dehaene, qui est le père également d'une patiente. Il devait participer, malheureusement il s'est blessé. Donc il n'a pas pu venir, mais nous ferons référence à son expérience autant que possible. Et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Alors pour commencer, je voudrais m'adresser à vous, professeur Nguyen. Je disais tout à l'heure que le diagnostic, il ne tombe pas tout d'un coup. Ça n'empêche pas le choc, j'imagine. Il tombe petit à petit comme ça, ce diagnostic. Ah oui, prenez mon micro. Il n'y a rien à faire, je pense que normalement il marche. Le diagnostic, il va se construire en fait avec les symptômes qui vont arriver. Alors parfois, il tombe entre guillemets directement. Le diagnostic, il repose déjà sur l'analyse de ce qui s'est passé, de l'événement qui est la crise initiale, enfin souvent, ou parfois qui vient révéler des crises antérieures. Donc il y a cette première étape d'abord de savoir ce qui est un événement, ce qui est un malaise, une crise. Déjà être sûr de ce que c'est. C'est ça, une première crise ne donne pas un diagnostic. Une première crise ne donne pas forcément un diagnostic. On va faire un diagnostic si effectivement il y a des crises répétées, si les crises ne sont pas provoquées par quelque chose. La crise dite de nature épileptique, cette crise-là, elle peut survenir chez n'importe qui en fait. C'est probablement un mécanisme de défense du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des tas de situations dans un contexte de traumatisme crânien, sur une infection, etc. On peut avoir une crise qu'on dit réactionnelle, qui ne fait pas rentrer dans l'épilepsie. Ouais. Donc déjà, il y a cette première étape. Et puis, il y a être sûr que ce qu'on a étiqueté comme crise est vraiment une crise. Il y a un point important aussi dans l'épilepsie, c'est d'être sûr qu'on met la bonne étiquette sur le bon symptôme. Puisqu'on peut avoir des crises qui ressemblent, mais qui ne sont pas de vraies crises. Et il existe des recommandations pour peut-être l'annonce du diagnostic de l'épilepsie, notamment chez l'enfant et l'adolescent ? Oui, tout à fait. Il existe des recommandations sur lesquelles on a travaillé il y a maintenant quelques années avec la FFRE pour essayer d'obtenir un schéma de ce qu'on devrait faire. Alors, les recommandations, elles ne sont pas, entre guillemets, opposables. C'est-à-dire que c'est ce qu'on doit faire, mais parfois, on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Mais il y a des recommandations et par la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge, le diagnostic de l'épilepsie chez l'adulte. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots ? C'est quoi les grandes lignes de ces recommandations d'annonce ? Alors, les grandes lignes, elles commencent par que le diagnostic doit être fait par un neurologue, un neuropédiatre ou un médecin spécialiste dans l'épilepsie. Ce
Ce qui n'est pas facile en pratique. Qui revient à ce que disait Marion Richard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut déjà y arriver. À avoir le rendez-vous ou à identifier ces médecins spécialistes. Mais ça, c'est important, hein, parce que quand on avait travaillé sur ça, justement, et je reviens à ce que je disais juste avant, on avait travaillé sur une étude où, finalement, moins il y a de neurologues, et on avait regardé le nombre de diagnostics posés en France en fonction des départements, et puis alors sur des statistiques un peu complexes, mais à récupérer, parce que on était passé par les prescriptions de médicaments, mais globalement, moins il y a de neurologues, plus il y a de patients avec épilepsie. Ah oui, c'est quand même un peu embêtant. Un peu, voire contre-intuitif même d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on peut être amené à poser ce diagnostic probablement par erreur, faute d'avoir les bonnes ressources. Donc la part du diagnostic, d'être sûr que c'est une épilepsie, est très importante au départ. Et, vous me disiez en préparant ce colloque que voilà, il faut évidemment, comme toute annonce d'une maladie pas anodine, il faut évidemment le digérer, ce diagnostic, pour les parents notamment, à qui on annonce ça. Comment on fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour que, OK, à un moment donné, on annonce le mot épilepsie, mais petit à petit, il faut le digérer. Oui, alors nous, à Lille, on a la chance depuis presque une dizaine d'années maintenant d'avoir une structure qu'on appelle la clinique de l'épilepsie, où on va recevoir... Au départ, c'était dans les 15 jours. Alors évidemment, avec le temps, ça s'allonge un peu, mais ça reste en semaine, hein, des enfants pour lesquels il y a une suspicion d'épilepsie. Parce que finalement, je pense que le diagnostic, il faut prendre le temps d'être certain que c'est ça, donc pas faire d'erreur. Et puis les parents les parents en général, ils sont un peu sidérés par cet épisode qui fait peur la plupart du temps, hein, et c'est y compris pour nous, des crises convulsives comme les crises fébriles de l'enfant, qui sont des choses pas graves, où on va leur dire c'est pas grave, mais les parents en fait ils ont eu très peur et ils ont raison d'avoir eu peur. Et donc on s'est rendu compte que si on donnait toutes les informations tout de suite dans cette phase de sidération là, il y en avait 5% qui passaient. Et donc, en fait, nous, on a une organisation comme dans pas mal d'autres centres, en fait, où on va recevoir la famille dans les 10-15 jours qui suivent, un peu à distance, pour que les informations qu'on va leur donner et que le diagnostic ne soit pas reçu dans l'urgence et dans Donc il n'y a pas forcément d'urgence à poser le diagnostic tout de suite, parce que vraiment, sinon il y a cette espèce de sidération où on a donné plein d'informations et donc là on prend un peu le temps à ce moment-là, avec le recul, pour poser les mots, répondre aux questions. Et puis sortir de cette peur initiale qui fait qu'on ne peut pas écouter, en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'à distance, les informations passent mieux, qu'on est sorti de cette période suraiguë. Et voilà, et c'est les recommandations, c'est effectivement d'avoir un rendez-vous dans les 15 jours. D'accord. Avec un médecin qui sera en capacité de poser le diagnostic. Alors justement, vous, Rosane Morel, je disais, vous êtes maman de 3 enfants, et c'est votre fille, la petite dernière, qui est atteinte d'épilepsie. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi. Elle a aujourd'hui 11 ans. Comment s'est passée cette phase, je dirais, d'annonce du diagnostic? Alors la phase, on m'entend. Nous, ça a été, ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, la sidération, parce qu'elle faisait des crises sans doute petites, mais qui ne se voyaient pas, qui étaient complètement invisibles, et c'est suite à une très grosse crise où elle a une crise qui a duré très très longtemps. Là, on a fait tous les examens, on est venu au diagnostic très très rapidement finalement. Il s'en est suivi 1 mois, en fait, juste après l'IRM et tout ça. Donc, ça a été vraiment un coup de massue quand on nous a annoncé l'épilepsie. L'épilepsie, à part les fameuses crises tonico-cloniques, je connaissais absolument rien. Et voilà, c'était vraiment une sidération. Et il y a ce fameux rendez-vous où on nous donne tous les conseils, tout ce qu'il faut faire, pas faire. Donc il y a tellement d'informations c'est vrai qu'on est perdu. Et on a eu cette chance avec la neuropédiatre en fait qui nous a proposé plusieurs rendez-vous pour prendre le temps vraiment de mettre les choses à plat en fait, de nous dire voilà comment ça va se passer pour votre fille. Parce que dans ce temps-là,
vraiment juste après l'annonce. Finalement, c'est quoi les premières questions, vous, que vous aviez, et peut-être les médecins vont nous dire, les premières questions auxquelles il faut répondre, qu'il est urgent dans cette phase-là précoce de répondre? Alors, tout de suite, déjà, c'était la 3e. Les 2 autres enfants n'étaient pas malades. C'est vraiment là, le monde de la maladie, même du handicap qui est arrivé après, qui arrive. Donc, c'est un tsunami dans une famille. Et se dire, mais comment on va organiser notre quotidien? Elle n'était pas encore scolarisée. Donc, comment on va faire pour la scolariser à l'école en maternelle, comment on va lui donner ses médicaments. Je crois que c'était aussi la peur de donner les antiépileptiques parce que voilà, il y avait certaines croyances, préjugés face à ces médicaments. Et ce neuropédiatre nous a vraiment expliqué le pourquoi du comment donner un médicament. Et ce temps était vraiment précieux, je pense, pour nous, pour accepter en fait d'avancer avec cette maladie. De toute façon, on n'avait pas le choix. Alors, docteur Bulto, peut-être, ou professeur Nguette, ou docteur Villeneuve, d'ailleurs, qui veut. Mais justement, dans ce premier temps, vous avez l'impression que les informations essentielles qu'il faut faire passer, parce que vous disiez, tout va peut-être pas passer, tout va pas être retenu, c'est sûr. Quels sont les messages essentiels qu'il faut faire passer à ce moment-là? Docteur Villeneuve, allez-y. Alors, on a l'habitude, depuis bien longtemps, d'écrire la maladie, l'épilepsie, comme étant une maladie au double visage. C'est-à-dire qu'il y a cette partie qu'on dit ictale, c'est-à-dire la crise, qui est visible et qui sidère. Et quasiment dans tous les cas, il y a ce que l'on appelle donc des troubles non ictaux, c'est-à-dire que c'est la majorité du temps de vie pour les enfants et les familles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles associés qui sont indépendants des crises, mais qui font partie de l'épilepsie et qui peuvent être des difficultés d'attention, des difficultés, je dirais, de mémorisation, mémoire à long terme. Un petit nombre de cas sont des enfants qui vont développer même un trouble du développement intellectuel, c'est 10% des cas. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément d'emblée exprimées lors des premières consultations, mais qu'il va falloir, je dirais, suivre lorsqu'on est neuropédiatre, parce que ça peut être, même si l'enfant est guéri et ne fait plus aucune crise, sous traitement. C'est l'expression en fait du cerveau et des retentissements. Et puis il y a bien sûr après tout le vécu de l'épilepsie, les stigmates. Ça, voilà. Dès le début, comme ça, on dit aux parents, va y avoir en plus de, excusez-moi, mais en plus de ce que vous avez perçu de la crise, on leur dit en plus d'aller avoir des troubles cognitifs. Docteur Villeneuve, peut-être vous voulez prendre le micro. Allez-y. Ça va dépendre beaucoup de la situation. Mais je dirais que peut-être ce qui est la première chose qu'on va dire, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de dire, c'est essayer de donner le diagnostic, ce qu'on sait au moment où on voit la personne. Dans quel cadre on se trouve? Est-ce qu'on va se trouver dans un cadre de crises qui vont risquer de se répéter, donc d'être fréquentes, ce qui permettra de brosser le cadre. On va avoir des crises qui vont se répéter. On sait déjà qu'il y aura peut-être besoin de plusieurs médicaments. On peut déjà annoncer un peu la couleur. On peut aussi annoncer la couleur de savoir est-ce qu'il y a un risque d'une crise prolongée qui pourrait entraver la vie, parce que c'est quand même la question d'une première crise, c'est qu'il y a eu cette idée que peut-être le cœur pouvait s'arrêter ou qu'il puisse y avoir des séquelles. C'est quand même important quand on sait si c'est oui ou si c'est non de pouvoir dire c'est non, par exemple. Si on est dans des épilepsies où on sait qu'il n'y aura pas de crise prolongée, qui ne va pas durer, on peut être en capacité de le dire. Et moi, ça fait partie des choses que je dis vraiment tout de suite pour que ça, comme ça, on n'écarte pas la crise, mais on écarte certains fantasmes ou certaines idées qu'on peut avoir. Donc ça, c'est important. Le fait d'avoir des séquelles après une crise, par exemple, ça fait partie tellement de l'inconscient, de est-ce qu'il y a une séquelle après la crise, est-ce qu'il y a eu une perte de neurones, de fonctionnement de neurones. Autant aplanir tout de suite les choses, pouvoir le dire. Aborder l'école, je dirais avec Christine, oui, c'est aborder dès la première consultation, puisque l'enfant, il vit à la maison et à l'école, donc il va bien falloir poser une question sur comment ça se passe et comment ça va se passer, sachant que l'école, à la première crise, va inonder de la série de lettres absolument infâmes dont on nous a déjà parlé. Donc il va falloir faire le PAI, le PAP, le bidule et le machin. Donc voilà. Donc de toute façon, on est obligé d'aborder ce que Christine a dit. Oui, il peut y avoir
des troubles associés. Et c'est bien aussi de pouvoir expliquer que c'est en lien avec la maladie épileptique qui est là, qui certes se révèle seulement maintenant par le truc bien visible, mais que le dysfonctionnement des neurones, il était là un petit peu avant, et pouvoir essayer de donner ça comme information. Oui, professeur Nguyen, vous vouliez ajouter. Pardon. Je te laisse finir. Vas-y. Non, mais je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que alors, dans le fonctionnement qu'on a nous, les parents et l'enfant sont reçus par une infirmière. Il y a un entretien d'éducation thérapeutique qui permet aussi de verbaliser un peu ce qui s'est passé. De cet événement de la crise qui a souvent fait très très peur et de ce qui est arrivé après. Et sur ce petit temps là qui est pas très long, mais on voit qu'effectivement la famille a ce traumatisme. Les parents globalement ils ont eu peur que leur enfant soit mort. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. C'est ça qui fait peur et c'est ça qui sort dans ce qui est dit aux infirmières qui reçoivent et aux médecins qui reçoivent les patients. Et après, il y a certaines choses qui se sont mises en place. Donc, tout le monde dort dans le salon. Voilà. Donc, et ça, il faut effectivement, comme le disait Nathalie, le discuter d'emblée pour désamorcer ces peurs qui sont parfois justifiées, parfois pas justifiées. Mais la peur n'évite pas le danger. Et donc, il faut aussi insister sur le fait que la majorité du temps de vie, c'est pas du temps de crise, en fait. C'est du temps sans crise. Et, donc, et juste ce qui a été dit là, c'est faut pas non plus vouloir dire tout de suite. Je pense que on reçoit des enfants. S'il y a une épilepsie, on fait un entretien un mois après avec les infirmières pour voir comment se passe le traitement. On les revoit 3 mois. C'est pas la peine de vouloir. Faut laisser aussi chacun cheminer et poser ses questions et y répondre. Et la gestion de la crise, que faire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit aborder rapidement, j'imagine? Enfin, Rosane, c'est une question que vous aviez. On fait quoi si ça se reproduit concrètement? Surtout que la première crise, on n'avait pas pu l'arrêter. On a dû appeler le SAMU pour qu'ils viennent arrêter la crise. Donc ça a été directement, mais qu'est-ce qu'on fait si elle refait une crise ou qui ne s'arrête pas? Donc là, ça a été vraiment dans les premiers conseils, en fait, les gestes de secours à faire, plus ce fameux médicament d'urgence, je crois, qui nous rassurait, qu'on emmenait partout. Oui, ça c'est primordial. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'idées reçues sur la gestion, d'idées reçues en général, mais sur la gestion de la crise, en tout cas, professeur Nguyen. Je pense que c'est assez standardisé la gestion de la crise, de mettre en précaution, de libérer les voies aériennes, éventuellement injecter une benzodiazépine en cas de besoin. Mais ça fait partie de l'éducation, d'une part de l'éducation thérapeutique de départ, de gérer la crise. Et je pense que savoir quoi faire, ça désamorce aussi. Ça désamorce aussi l'inquiétude de se retrouver désemparé vis-à-vis d'une nouvelle crise. Donc ça, c'est être en position de faire quelque chose. De faire quelque chose parce qu'effectivement, ça fait toujours très peur en fait. Et je pense qu'on l'avait dit il y a très longtemps à un des colloques. C'est aussi, ça reste un marqueur de gravité. Alors moi, je dis ça toujours aux étudiants. Je le répète à chaque fois. Je me répète un peu, mais dans Dr House, environ un quart d'heure avant la fin, il s'aggrave. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font tous les patients au moment où ils s'aggravent? Ils convulsent. Vous regarderez. Non, moi non plus, j'ai arrêté. Mais il n'empêche qu'il y a dans la représentation l'idée qu'il y a un truc hyper grave qui arrive. C'est tout se met à sonner et le patient est en train de convulser, alors qu'il n'avait rien de neurologique avant, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire que et donc il y a une espèce d'imaginaire collectif de cette perte de contrôle complet qui rajoute de la gravité encore. Et donc savoir quoi faire et savoir réagir, je pense que ça permet vraiment. Et à la fois, vous dites dans la position de faire, on peut comprendre qu'effectivement, on est moins désemparé d'une certaine manière, mais à la fois, ça vous place en tant que parent, vous allez nous en parler sans doute, Rosane, dans ce double rôle. Je suis à la fois parent et un peu soignant. Est-ce que ça, vous l'avez vécu comme ça ou pas? Ce double responsabilité? Complètement. De toute façon, à partir du moment où on a un enfant malade, on a la casquette parent et casquette soignant. Et il faut réussir à trouver la bonne posture et pas toujours avoir la casquette soignant et pouvoir laisser respirer aussi son enfant, le laisser vivre. Je pense que c'est très important. Mais
c'est un piège aussi dans l'épilepsie, vu que les crises arrivent par surprise. Au tout début du diagnostic, c'est vrai qu'on a tendance, pour notre cas, dès que ça allait pas, dès qu'il y avait un petit mouvement de travers et tout, à être sur le qui-vive. Bien sûr. Ouais. Mais sauf que c'est pas la solution. Donc voilà, trouver la bonne posture, être parent et soignant, oui, c'est pas évident. C'est un dosage assez difficile à trouver. Vous vouliez peut-être ajouter, docteur Villeneuve, justement sur comment vous pouvez faire pour ne pas faire peser une responsabilité, parce que vous avez besoin des parents qui vous disent, bah voilà, mon enfant a fait combien de crises. Enfin, j'imagine que vous leur demandez des choses. Comment on fait pour en faire des partenaires, mais pas... On essaye d'en faire des partenaires et des compagnons de route pour de nombreuses années, dans de nombreux cas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fonction du type d'épilepsie, on n'aura pas forcément la même situation. Et souvent, quand il y a eu une crise très longue au début, c'est souvent parce que la maladie n'était pas forcément diagnostiquée, c'est pas forcé qu'elle va se reproduire. C'est ces éléments-là dont il faut pouvoir donner ces informations, parce que certains patients ne feront jamais que des crises courtes. Alors prescrire un traitement d'urgence, pourquoi pas, mais il faut aussi savoir expliquer pourquoi on ne le prescrirait pas. Parce que si la crise elle dure 10 secondes, à quoi ça sert d'aller fournir des trucs qui ne serviront jamais? Donc ça va prendre du temps, parce qu'on va devoir expliquer sur le PAP, PAI et autres, est-ce qu'on met quelque chose ou pas? Et c'est un temps de discussion avec les parents, parce que ce document, il est très pénible à remplir, mais il a vachement d'importance, parce que finalement, on va se mettre d'accord avec ce qui est acceptable pour les parents, ce qui n'est pas acceptable. Quelle est la durée de la crise que vous tolérez? À quel moment vous avez besoin de mettre le Valium ou n'importe quoi, la benzodiazépine que vous avez? Pour certains parents, ça va être dans les 20 secondes parce que c'est intolérable, mais on est à la maison et ils font comme ils souhaitent faire par rapport à ce qu'ils sont capables de vivre. Et puis à l'école, on va devoir aussi peut-être décider que ça va être un peu plus long, parce qu'évidemment, un enseignant n'est pas un parent et ne pourra pas agir aussi vite. Donc autour de cette question du traitement de la crise, je ne sais pas si ça fait que le parent se sent moins professionnel de santé auprès de son enfant, mais de toute façon, il va devenir un professionnel hyper expert de son enfant, donc c'est inévitable. On va comme ça pouvoir cheminer, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est possible, et finalement se rendre compte que si vous n'avez jamais utilisé un traitement d'urgence dans les 6 derniers mois, ça veut dire que peut-être le traitement est plus adapté, parce que finalement, c'est le traitement au long cours qu'on essaye d'avoir pour ne jamais avoir à revivre la situation qu'on a déjà vécue. Donc tout pèse autour d'un traitement au long cours qui est efficace ou pas, mais qui tend à être le plus efficace possible, des crises dont on va essayer d'avoir une durée la plus faible possible, ne pas avoir besoin, en effet, de traitement d'urgence, c'est aussi un signe de suivi peut-être un peu mieux. Et puis bien sûr, en tendant vers le zéro crise, mais ça, c'est le Graal pour tous. Mais ça veut dire, si je comprends bien, si je vous écoute toutes, ça veut dire petit à petit affiner bien face à quel type d'épilepsie on se trouve peut-être. Parce qu'au départ, le mot épilepsie tombe, généralement on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est un mot valise un peu, et il va falloir petit à petit affiner. Évidemment, le médecin va affiner parce que c'est son boulot, mais aussi le parent va apprendre à mieux connaître cette forme d'épilepsie et du coup à éviter certaines peurs peut-être, docteur Bulto? Oui, c'est vraiment une constellation, on peut dire, de maladies. Et donc, selon l'âge, il y en a qui commencent en période néonatale, il y en a qui commencent à l'âge de 2 ans, d'autres à l'âge de 4 ans, d'autres à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai qu'au bout assez rapidement, après les différentes consultations, on peut faire quelque chose de très individualisé. Alors, à la fois dans le management des crises, et je pense justement qu'à partir de 3-4 consultations, il faut aussi donner un temps dans la consultation pour essayer de savoir quelles sont dans les activités de la vie quotidienne, comment est-ce que cet enfant qui maintenant a une nouvelle maladie, qui doit prendre un médicament, comment on fait pour le vivre. Et ça, il n'y a pas une situation identique, ça dépend de chaque famille. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des exemples précis, le soir quand vous le couchez, effectivement, où est-ce qu'il dort, est-ce qu'il continue à aller faire ses activités de foot, par exemple, ou est-ce qu'à l'école ça pose problème, est-ce que la fratrie, est-ce que vous, au niveau de votre couple, est-ce que ça a changé quelque chose? Donc il y a un moment donné où effectivement il faut faire en sorte qu'on se replace dans l'écologie, je dirais globale, pour que cette épilepsie, et c'est vrai que le spécialiste est important, comme le dit très bien Nathalie et Sylvie. C'est vrai qu'on connaît bien le type d'épilepsie.
Et donc, effectivement, avoir une épilepsie absence, avoir un syndrome de Dravet, avoir une épilepsie rholondique, c'est pas du tout... ça varie. Donc, on peut vraiment aller très finement et aller de façon très individuelle pour chaque enfant qui a une épilepsie dans sa famille pour pouvoir essayer d'ajuster par rapport aux demandes, en fait. Et justement, cet ajustement, est-ce qu'il permet de limiter quelque chose qui est, je pense... que tous les parents connaissent, l'hypervigilance, on l'a un petit peu abordé. Quelle que soit l'épilepsie, je pense que le parent le connaît, mais est-ce que ça permet de... Est-ce que vous pouvez, vous, médecin, vous dire, dire aux parents, là, vous êtes dans l'hypervigilance, il faut lâcher un peu. Comment on fait ça? C'est difficile, hein, c'est eux qui le vivent. Comment professeur Nguyen, peut-être, comment on peut se permettre de... comment on peut dire aux parents que là, il faut lâcher un peu, quoi? Non, mais ça fait partie, justement, d'essayer de prendre les choses dès le départ, parce qu'en fait, il y a une espèce de syndrome de stress post-traumatique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a la crise et puis il y a la peur de revivre la crise, etc. Et c'est pour ça que désamorcer les choses du début, c'est-à-dire déjà parler de ce qui s'est passé. Et nous, on voit bien que le fait d'avoir cet entretien initial dès le début, de raconter ce qui s'est passé, c'est thérapeutique en soi. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas osé en parler, ils n'ont pas osé dire ce qu'ils ont eu peur, on leur fait raconter. Et les infirmières, on a des infirmières qui sont spécialisées en épilepsie, elles ont vraiment bien l'habitude et elles permettent de désamorcer ça pour se positionner, ce qui a été très bien dit, sur des choses qui sont raisonnables. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idéal, ça serait de le mettre l'enfant sous cloche et qu'il ne fasse plus rien. Parce que là, il y a zéro danger. Mais l'idéal, pas pour l'enfant, évidemment. Mais, oui, c'est ça. Mais l'idéal pour qui? Voilà. Et une fois que... faut arriver à sortir de la peur irrationnelle pour se dire... je sais que j'ai cette peur, c'est normal. Maintenant, il ne faut pas que je la fasse subir à mon enfant, en fait. Hein, et que on dit souvent que l'épilepsie, elle a les deux facettes, mais parfois le retentissement social est plus grave que la maladie en elle-même. Ouais. Et le retentissement social, ça commence par le retentissement dans la famille. C'est-à-dire, toi, tu peux pas aller dormir chez les copains, toi, tu vas pas pouvoir faire ça. Oui, toi, tu auras le droit d'avoir un gâteau. Et oui. Voilà, enfin, cette espèce de différenciation-là, elle est normale, mais il faut accompagner, déjà prendre conscience. Ouais. Déjà en prendre conscience, et on voit bien au fur et à mesure que certaines familles ont plus de facilité à avoir ce recul. Et puis, ça va aussi dans chacun, la manière de l'histoire de chacun. Bien sûr. Alors, vous me donnez la possibilité d'enchaîner vers exactement ce que je voulais. C'est aussi parler de la fratrie. On l'a à peine abordé, mais je pense que c'est un sujet important. Très rapidement, évidemment, les familles se trouvent confrontées à la difficulté de se dire comment je l'annonce aux proches, c'est-à-dire aux frères et sœurs, quand il y en a, ou aux grands-parents. Enfin voilà. Rosanne, c'est une question que vous êtes posée. Comment vous avez fait ? Alors déjà, la première crise, ses frères étaient là, étaient présents. C'était une crise en pleine nuit. Ça se fait tellement de bruit. Le SAMU est arrivé. Du coup, ils étaient présents. Ils ont vu la crise. On était vraiment tous, toute la famille était présente. Donc, ils ont suivi les examens, le stress, l'attente des résultats. Parce que votre fille a 2 frères aînés. Elle a 2 frères aînés, voilà. Donc, ils étaient assez grands pour comprendre ce qui se passait. Et du coup, on leur a annoncé... Alors, là, on était, elle a été diagnostiquée, on habitait en Belgique. On nous avait proposé de faire il y avait des groupes de parole, il y avait des séances pour les frères et sœurs, pour les fratries. Malheureusement, on a déménagé, donc on n'a pas pu. Mais c'était vraiment une proposition. Dès le début du diagnostic, il y avait cette proposition-là. C'est vrai que c'est... Je pense primordial de s'occuper de la fratrie parce qu'ils sont très très souvent délaissés, même si on fait attention, si on essaye de prendre du temps pour chacun d'entre eux. Malheureusement, avec un enfant de toute façon qui est malade, c'est vrai que la fratrie est souvent mis de côté parce qu'il y a des rendez-vous médicaux, parce qu'on doit lâcher, par exemple, si on va à une activité du grand frère, la petite sœur se sent pas bien parce qu'elle fait une crise. Voilà, c'est arrivé où on devait rentrer. Mais vous leur avez dit, est-ce que vous pouvez vous remémorer ce que vous avez dit, les mots, parce que c'est important, professeur Nguyen disait, il faut mettre des mots sur la crise qui a été vécue. Eux, ils l'ont vécu en direct, si je puis dire. Donc,
Quels mots vous avez employés? Qu'est-ce qui ressortait chez eux? Quand on a eu le diagnostic, en fait, on a mis des mots très très simples. On n'a pas voulu justement qu'il y ait de tabou. Et avec des mots simples, on leur a expliqué que leur sœur avait une malformation au cerveau et que c'est ça qui provoquait des crises. Et qu'avec des médicaments, il y aurait cette possibilité de stabiliser ces crises. Et dès le début, on leur a parlé, parce qu'on nous avait parlé dès le début qu'elle pourrait peut-être potentiellement se faire opérer. Donc dès le début, on leur a dit que peut-être dans l'avenir, il y aurait une opération. Mais on a essayé d'être le plus... J'ai essayé de dédramatiser le plus possible. Moi, à la base, je rentrais dans un hôpital, c'était une angoisse absolue. Enfin, ça me faisait vraiment, vraiment peur. Et malheureusement, quand il y avait des rendez-vous médicaux, il fallait que j'emmène aussi les frères au rendez-vous. Je ne pouvais pas les laisser seuls. Donc, j'ai toujours essayé de faire avec le jeu et de dédramatiser le plus possible. Pour, voilà. Quand on allait à un rendez-vous, on essayait de jouer à côté, de faire ça de façon ludique. Pour qu'ils essayent de passer un bon moment aussi. Ouais, que ce ne soit pas consacré que, c'est ça, que à la petite sœur. Mesdames médecins, ces groupes de parole qui ont été proposés en Belgique, on a ces outils-là en France? Il en existe ou pas? Docteur, oui, professeur Nguyen ou enfin qui veut. Alors, on a des ateliers d'éducation thérapeutique effectivement et sur lesquels on n'a pas forcément les frères et sœurs, ça arrive qu'ils viennent parce que juste pour des questions d'organisation et en fait on s'est rendu compte on a donc les 2 infirmières et une psychologue et en fait en fonction de l'âge, c'est organisé par âge, mais il y a un temps, la psychologue elle fait un temps avec les parents. Uniquement, en dehors de tout ce qui est éducation thérapeutique sur comment prendre les médicaments, etc. Et c'est toujours très riche parce qu'en fait, elle est juste facilitatrice des échanges qui vont se faire entre les parents. Voilà, donc il n'y a pas. Alors mais on n'a pas de démarche spécifique. Alors, de temps en temps, il y a de la fratrie, mais on n'a pas de démarche spécifique pour les frères et sœurs. Docteur Villeneuve, vous vouliez ajouter quelque chose? Nous aussi, c'est plutôt à la demande en fait. Plus, c'est pas organisé de façon systématique. Je pense difficilement organisable dans l'activité déjà proposée, mais la psychologue, elle reçoit les familles et peut recevoir les fratries et aborder ça avec individuellement plus qu'en groupe. Après, si on parle d'éducation thérapeutique ou d'échange thérapeutique, c'est vrai que la place des associations aussi peut être importante et intéressante. Nous, on essaye dans certains parcours, en particulier pour la chirurgie, bon, c'est pas ce dont on parle, mais d'avoir aussi la présence d'associations et de mettre les familles, les parents, pendant que les jeunes sont eux entre eux, de pouvoir discuter en tant que parents, familles ayant vécu un parcours chirurgical et être à différentes étapes de celui-ci et de pouvoir rencontrer d'autres familles qui sont plus avancées. Donc il y a quand même, si je vous entends, il y a quand même des outils, parce qu'il y a des choses très pratiques qui vont être, on disait tout à l'heure, est-ce il ou elle va à un anniversaire, enfin, des choses très concrètes, il faut répondre, et c'est pas forcément que le médecin qui est en position, il y a le psychologue, pour le traitement, il y a des ateliers, enfin expliquer peut-être qu'il y a effectivement un éventail de professionnels, si je puis dire, qui peut quand même répondre justement à toutes ces questions Oui, en fait, c'est ce qui a été dit. On a une approche qui est quand même très individualisée et très personnalisée. Alors, d'une part, sur les différents types, on appelle ça des syndromes épileptiques, je reviens sur ce point-là, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, au départ, se donner les moyens de savoir dans quel cadre on est exactement. On ne va pas du tout dire la même chose en fonction du type d'épilepsie. Est-ce qu'il y a une option chirurgicale éventuellement? Est-ce qu'il y a des risques d'état de mal? Est-ce que c'est une épilepsie qui va disparaître en grandissant? Donc, il y a vraiment cette... et on va... Donc à chaque fois, mais il y a des professionnels différents qui interviennent sur... c'est ça que je veux dire, pour qu'on comprenne bien que... Voilà, on peut faire... il y a des ressorts, des personnes ressources, en tout cas, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect du traitement, pour bien comprendre ça. Oui, on va faire appel à effectivement des personnes ressources s'il y a un traitement, mais on est surtout, je pense qu'il faut savoir quels sont les risques, interroger et réagir si
si besoin, et pouvoir s'adapter aux besoins. Oui, c'est-à-dire qu'on ne déroule pas une... Voilà, on ne va pas dérouler tout un tas parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Bien sûr. Même vis-à-vis de la même épilepsie, les familles n'ont pas toutes les mêmes réactions non plus. Et donc, je pense qu'il faut être capable de s'adapter aussi aux besoins spécifiques et pas dérouler un truc systématique pour tout le monde. Je comprends. Docteur Buteau, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut imaginer justement la progression. Il y a quand même pas si longtemps que cela, beaucoup d'épilepsie de l'enfant étant d'évolution favorable, c'est-à-dire que les crises vont disparaître avec un médicament. La majorité des médecins disaient c'est pas grave. Voilà. Et on sait maintenant, parce qu'il y a eu des études, et en particulier des études par des médecins qui font de l'anthropologie, qui sont donc, je dirais, à cheval sur la médecine et les sciences humaines, et qui ont bien identifié ce dont nous parlons. C'est-à-dire que c'est impossible pour un médecin de dire à une famille c'est pas grave quand on porte un diagnostic d'épilepsie, quel que soit le type d'épilepsie. À partir de là, ça veut dire que va arriver, je dirais, pour étayer ce diagnostic et le supporter, une palette donc, de professionnels. Voilà. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le savoir médical, c'est que ça correspond à une demande par rapport à l'impact que peut avoir cette maladie chronique. Et donc c'est vrai que là, l'infirmière va avoir son point de vue, le psychologue va avoir son point de vue et repérer des situations d'anxiété, de syndrome post-traumatique ou de troubles anciens qui fait que c'est réactivé à cause de l'épilepsie. Et le médecin va aiguiller par rapport à tel ou tel type de traitement. Donc c'est ça qui est important maintenant, c'est d'avoir cette palette de professionnels qui correspond, et c'est la réponse actuelle en fait. Mais c'est quelque chose de bien établi, qui doit se faire à peu près partout, et qui n'est pas très homogène sur le territoire, c'est vrai. Ouais. Docteur Villeneuve, vous vouliez ajouter ? Oui, alors après, il y a quand même un cheminement, parce que là, on est sur l'annonce, le début de la maladie, mais évidemment, c'est quelque chose qui se joue dans la durée. Et donc, encore une fois, dans tout ce qui est échange thérapeutique, l'intérêt pour le patient, c'est que le patient, il doit être demandeur. Donc, ça fait partie déjà de j'ai envie de rencontrer éventuellement d'autres personnes qui ont la même maladie que moi au sens large du terme, ça s'appelle l'épilepsie. J'ai envie de discuter de cette maladie, parce que le patient peut ne pas du tout avoir envie d'entendre parler de ça et de devoir un peu se mettre un peu à nu aussi pour expliquer ce qui lui arrive, parce que c'est un peu ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que ces échanges, on les propose. C'est pas au début que tous les jeunes aient envie de venir, mais en tout cas, au fil des consultations, à force de proposer, certains se lancent et on voit à quel point cette première fois où ils vont rencontrer d'autres personnes avec une épilepsie, parce que ça va être la première fois, ils n'ont pas de copains qui soient épileptiques à l'école, et ben ils vont arriver à s'ouvrir et à discuter de ce qu'ils ont vécu. On les amène en tout cas à essayer de raconter ce qu'ils vivent, aborder le traitement, aborder leurs sorties, les possibles, les moins possibles, les réglementations quand il y en a. Et on se rend compte que ils sont venus une fois, mais ils vont avoir envie de revenir une deuxième fois parce qu'ils auront plus facilement accès à la parole. Et donc, mais pour être un peu cohérent par rapport à une maladie aux multiples facettes, on est bien obligé de faire des groupes qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on va prendre des enfants du même âge, à peu près, pour avoir une concordance de centres d'intérêt et de capacité à s'exprimer de la même façon, ou des enfants de même efficience, avec des besoins spécifiques ou pas, ou des parcours chirurgicaux, ou proposer des activités autres, comme du sport, où là, on a moins besoin d'être spécifique, mais il faut quand même donner un petit fil conducteur pour que les jeunes ils puissent avoir quelque chose à se dire, se comprendre, et qu'on arrive à avoir un niveau de communication qui puisse être compréhensible pour tous. Et vous, à Marseille, vous avez, je crois, développé... Donc, nous, on fait ça, oui. L'éducation, vous dites échange thérapeutique. Parce qu'on n'éduque personne. Le terme officiel, on dit éducation thérapeutique du patient, mais bon, on n'éduque pas, on n'éduque pas quand même. Voilà, alors justement, c'est pas l'éducation, c'est justement, mais vous commencez, c'est à partir de 11 ans, c'est ça ? Nous, on fait à partir de... Oui, pour des raisons d'organisation et parce qu'on est... Moi, je suis le seul médecin qui m'en occupe en plus du reste. Donc, on a choisi de faire à partir de 11 ans pour des raisons d'autonomie des jeunes, déjà, de capacité à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dialoguer autour de jeux, entre guillemets, de jeux sur l'épilepsie et de jeux sur ce qui est important de connaître. On fait pour des collégiens à besoins spécifiques, c'est-à-dire plutôt en ULIS ou en établissement médico-éducatif.
Pour des lycéens, même chose, avec des besoins spécifiques ou pas. Des activités sport et épilepsie, ça c'est pour être plus... essayer de lancer un peu sur l'idée que le sport fait partie aussi de la prise en charge et du bien-être. Et puis un parcours chirurgical où là, il y a moins la notion d'âge, mais on essaye quand même d'avoir des jeunes... Enfin, c'est vraiment quand même à partir de 11 ans, mais on prend 10, 11 ans et jusqu'à qui veut venir, quoi. Et il n'y a pas les parents dans Si, alors les parents seulement dans le parcours chirurgical pour le moment, mais on va développer des heures mensuelles de rencontres pour les familles. Oui. Alors, est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'inégalité un tout petit peu, vous mentionnez inégalité sur le territoire. C'est comment là l'éducation thérapeutique sur l'épilepsie sur le territoire français? Est-ce que c'est bien réparti? Est-ce que c'est à peu près accessible sur tous les hexagones ou pas? Je ne sais pas, mais existant quand même, c'est de plus en plus, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Lille. Alors après, ce sera des grandes villes, oui. Oui. Voilà. Il faut aller dans les CHU quand même. Oui, dans les CHU. Voilà. C'est donc pas facile parce que c'est loin pour les familles. C'est vrai que c'est un système qui est proposé, qui a ses intérêts, mais qui a ses faiblesses. Mm-hmm. Et vous disiez, c'est pas évident quand même de convaincre les jeunes d'y aller. C'est dur. Oui, vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis assez d'accord que le terme éducation thérapeutique est peut-être pas très heureux. Oui, et je trouve qu'il y a une discordance souvent entre l'intérêt des jeunes quand ils sont et de la famille quand ils sont venus, qui repartent plutôt contents, mais la difficulté de convaincre de venir sur ces temps-là, parce que il y a déjà plein de consultations, parce que c'est un jour où il y a judo, parce qu'on n'a pas forcément envie d'en reparler, et même les jeunes, alors il y a quelques jeunes qui sont en demande de dire j'aimerais bien rencontrer d'autres, mais il y en a beaucoup, on leur propose, ils disent non, moi, assez en retrait. J'ai besoin de rien, je sais tout. C'est à peu près non, ça. je ne sais pas si je sais tout, mais j'ai pas du tout envie d'en parler. Voilà. Votre fille, par exemple, elle en parle de sa maladie, elle éprouve le besoin d'en parler ou pas? Alors, elle va surtout pas en parler à l'école. Avec ses copines de classe, pour elle, l'école, c'est vraiment son monde à elle et il faut surtout pas parler de la maladie. Par contre, à l'extérieur, oui, elle a eu ce besoin-là. Enfin, pareil, les premières fois, je lui avais proposé de rencontrer d'autres enfants. Alors, on n'a pas eu la chance de participer à un programme de TP, d'échange thérapeutique du patient. Mais on a pu rencontrer d'autres patients. Donc là, c'est le principe de la paire aidance, rencontrer ses pairs, qui a été très très important pour elle, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas toute seule, qu'il y avait d'autres enfants comme elle qui avaient de l'épilepsie, qui pouvaient vivre leur vie avec l'épilepsie, que c'est pas ça qui les définissait. Et pour leurs frères, pareil, ils ont rencontré aussi eux aussi ont pu participer à un groupe de paire aidance. Alors, ils ont rencontré d'autres enfants qui étaient frères et sœurs d'enfants avec épilepsie. Et c'est vrai que ils ont créé des liens. Et je pense que la paire aidance, l'épilepsie, c'est compliqué à expliquer, même à l'entourage proche. Et en fait, quand on rencontre des pères qui vivent la même chose, on n'a pas besoin de se justifier. Et donc, pour ma fille, rencontrer d'autres enfants qui vivent la même maladie qu'elle, ça a été un grand réconfort. Et pour ses frères aussi, et pour moi aussi. J'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément apporté, notamment aussi pour le parcours pré-chirurgical. Oui, on va justement aborder. Oui, Dr Vina, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et puis il y a quelque chose aussi d'assez thérapeutique pour le patient de devenir celui qui va aider le plus jeune dans la maladie, pas forcément en âge, mais qu'on voit très bien, en particulier dans le parcours chirurgical, parce que c'est quelque chose qui a un parcours de longue haleine et qui va durer longtemps. Les jeunes qui sont sortis de là, guéris ou pas guéris, mais le fait de leur proposer, c'est ce que j'ai fait là depuis 2 ans, de leur proposer de participer aux ateliers en étant un peu les seniors du groupe, eh bien il y a des jeunes qui m'ont époustouflé dans leur capacité à présenter ce que représentait tout ce qu'on est en train de discuter là, mais présenté par un jeune de 16 ans qui est capable de parler avec des mots totalement adaptés, de quelque chose d'extrêmement compliqué,
de la place de chacun, de la place de la maladie, ce que c'est, de ne pas être réduit à ça, de comment on va suivre avec les médicaments, mais l'importance aussi de l'état psychique, de comment on se sent, de tout ce qui est lié en fait, et de faire quelque chose d'incroyable et de progresser aussi comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie des étapes, comme pour n'importe quel jeune qui est à l'école. Hein. Enfin, si on prend une comparaison, c'est la même. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, entre guillemets, mais qui est une transmission du savoir, de leur savoir interne. Alors on voit que pour les parents, pour l'enfant, voilà, il faut s'adapter en permanence. Hein. C'est des étapes qu'on franchit petit à petit. L'une des étapes, ça peut être justement la chirurgie. Est-ce qu'il faut le préparer très en amont? Ça, c'est une question qui se pose pour plein d'autres choses, pas que pour la chirurgie, mais est-ce qu'il faut en parler tôt, docteur Bulto, peut-être? Est-ce que vous pensez qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut aborder tôt dans l'histoire de la maladie? Non, pas tôt, seulement quand c'est adapté. Parce que ça peut vraiment faire peur, d'une part. Donc, mais on sait bien maintenant, on a des critères, on dit, de pharmacorésistance. Lorsque les enfants commencent tôt, dans les premières années de vie, que l'IRM est positive, ça veut dire c'est simplement 10-13% des cas lorsqu'on démarre une épilepsie où l'IRM montre une lésion. Donc ça veut dire que 85% des cas, les IRM sont négatives. Donc lorsqu'on a fait déjà le tour sur 2-3 médicaments, qu'on sait qu'il y a une IRM qui montre une malformation, à ce moment-là, effectivement, souvent le neuropédiatre va être en charge, et ce n'est pas si facile que ça, donc de dire qu'une opportunité de traitement chirurgical est à envisager. Donc ça, c'est beaucoup d'examens spécialisés, ça se prépare en amont, il y a pratiquement entre 6 mois et 1 an selon les situations entre rencontrer. Là aussi, ça dépend vraiment de chaque type d'épilepsie, mais on peut dire que la bonne nouvelle, c'est que souvent, la possibilité de mettre en place un traitement chirurgical et de traiter va offrir en fait une liberté de crise qui sera supérieure souvent au traitement médicamenteux si on le continue. Voilà, donc clairement, lorsqu'on arrive à un parcours chirurgical, il y a aussi l'idée que les familles, les enfants aussi, ont eu beaucoup d'examens. Ils ont eu l'impression que ça n'a servi à pas grand-chose, puisqu'ils continuent à prendre des crises, à faire des crises, à prendre des médicaments. Et donc, il y a vraiment, dès le début, en fait, une relation, je dirais, qui doit être encore plus individualisée. Parce que nous, on sait, quand on va recevoir les dossiers, on sait à peu près où est-ce qu'on va aller assez vite. Et donc, il va falloir vraiment très individualiser le parcours. Et pour définir les attentes, je dirais, les bénéfices, les risques qu'il peut y avoir. Donc, il ne faut pas en parler, surtout d'emblée, dès les premières consultations. Non, mais quand même un peu en amont, ça se prépare. Mais quoi, voilà, ça que je veux dire. Il faut savoir l'aborder. Et donc, il y a la majorité des neuropédiatres spécialisés savent qu'à un moment donné, ça va être une possibilité de traitement. Rosane Morel, vous avez vécu cette étape-là. Vous m'avez confié que ça a été un peu compliqué, en tout cas dans l'annonce de ce que pouvait entraîner la chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez vécu ça? Alors, nous, c'est vrai qu'on nous en a parlé dès le début, vers la deuxième, peut-être le deuxième rendez-vous après le diagnostic, en nous disant voilà, votre fille a une épilepsie qui fait partie c'est une dysplasie, donc ce sera sans doute pharmacorésistant et il faudra penser à l'opération dans l'avenir, et dans cette opération, il y aura sans doute des effets irréversibles. Sur le coup, j'étais pas prête, on n'était pas prêts à l'entendre, mais avec le recul, finalement, je remercie cette neuropédiatre de nous l'avoir dit. Et après, pareil, quand on a déménagé en France, ils nous ont parlé dès le premier rendez-vous, ils nous ont parlé d'une éventuelle chirurgie. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, ce mot neurochirurgie, mais en fait, ça nous a préparés. Au fur et à mesure des années, voilà, on avait ça dans un coin de notre tête, et puis le jour où il a fallu prendre la décision, on savait que ça devait arriver. Encore une fois, il faut digérer, processer ces informations. Il faut le digérer, voilà. Mais le fait d'en avoir... pendant longtemps, j'en ai voulu
j'en ai un peu voulu en me disant mince, pourquoi ils nous ont dit ça dès le début, c'est quand même un petit peu hard. Et puis finalement avec le recul, c'était pas plus mal. Alors après, je pense que ça dépend aussi du processus de chaque famille, parce qu'on n'est pas prêt. Enfin de toute façon, on n'est pas prêt. Mais voilà, à force de l'entendre depuis finalement, plusieurs années, on était prêts. Mais est-ce que comment dire, cette chirurgie, vous disiez évidemment, ça fait peur, bien sûr, c'est le cerveau, mais est-ce que ça fait pas aussi, est-ce que ça crée pas, docteur Bulto, des attentes trop importantes? C'est-à-dire que les parents peuvent imaginer que si la chirurgie, forcément, il y aura plus de toute crise. Voilà. Bien sûr, alors en gros, sur toutes les séries, surtout en pédiatrie, après une chirurgie, on est entre 50 et 80% de guérison de crise. Donc c'est un écart important, mais qui veut dire aussi guérison des crises, veut dire souvent arrêt des traitements. Alors, il est évident que dans ce cadre-là, tout le parcours va identifier à la fois, il y a deux objectifs, le point de départ des crises qu'il va falloir opérer et aussi le retentissement en préopératoire de cette épilepsie. Voilà. Et qui peut être, je dirais, les crises cachent, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a effectivement le sentiment que lorsque les crises vont être guéries, les traitements vont arrêter et tout va redevenir comme c'était avant le départ de l'épilepsie. Oui. Donc c'est bien sûr, ça c'est le travail des équipes qui permet donc d'objectiver lors des bilans qu'il peut y avoir déjà un retentissement. Là, il va y avoir des améliorations. Là, il n'y en aura pas. On peut s'attendre à un déficit, mais qui peut être éventuellement récupérable ou non. Donc, en fait, il y a tous les degrés de risque sur à la fois les risques ou la chance d'être guéri, mais aussi certaines conséquences qu'il peut y avoir. Et donc, la notion de chirurgie d'épilepsie, c'est ce qu'on appelle la notion de bénéfice-risque. C'est une balance. Voilà, et donc on n'est jamais obligé de faire une chirurgie dans l'épilepsie, jamais. C'est quand même, c'est pas comme une tumeur cérébrale où là le médecin vous dit bon là demain c'est le bloc opératoire. Pour la chirurgie d'épilepsie, c'est une autre, je dirais une autre démarche, qui doit être vraiment partagée et qui est un peu longue pour que on sache quelles sont les attentes ce projet chirurgical. C'est pour ça que, sans en parler au premier rendez-vous, comme vous disiez, il ne faut pas non plus attendre... il faut être un peu en amont pour que petit à petit, on pose un peu toutes les attentes, les risques, tout ça puisse être évalué, processé et digéré, et que les parents puissent se préparer, entre guillemets. Oui, c'est ça. Alors, c'est tellement spécialisé que ce n'est pas facile non plus, lorsque le neuropédiatre en parle d'emblée, de pouvoir donner des précisions. Oui. Si bien que, on va parler de chirurgie, mais qu'est-ce que vous voulez les parents, souvent, on voudrait avoir le détail. Cela n'est pas possible avant d'avoir fait tout un bilan complet. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça met souvent un peu en porte-à-faux, mais c'est jamais très agréable, c'est sûr, de savoir qu'on va ouvrir la tête de votre enfant. Donc c'est quelque chose qui doit être quand même amené, mais ensuite ça se fait en relais avec les équipes plus spécialisées. Professeur Nguyen, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'en fait il y a deux situations assez différentes, c'est-à-dire qu'il y a des situations où les premières crises vont révéler une lésion cérébrale, potentiellement tumorale, alors ça peut être des tumeurs bénignes, dans lequel la question de l'épilepsie devient un peu secondaire. Et il y a des situations où on va avoir une ou plusieurs crises, faire une IRM, on voit une lésion, le chirurgien dit faut l'enlever, on l'enlève, et il peut arriver que l'épilepsie soit guérie comme ça. C'est-à-dire que l'épilepsie révèle une tumeur, on l'enlève, et finalement on ne rentre pas dans ce... Donc ça peut arriver. Il y a des choses beaucoup plus claires où effectivement c'est malformatif, on sait que c'est pas évolutif. Et puis il y a des situations parfois un petit peu entre les deux, où on sait pas toujours. Mais c'est pas. Je pense qu'encore une fois, on a beaucoup de réactions qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des familles qui disent et moi en fait est-ce qu'on pourrait l'opérer? Oui, c'est ça, j'imagine. Il y a des attentes très fortes aussi, quoi. Ce que vous vouliez dire, docteur Villeneuve. Oui, il peut y avoir aussi des attentes de est-ce qu'on peut m'opérer dans quelque chose qui n'est absolument pas chirurgical. Donc cette question-là, elle est aussi posée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... c'est forcément difficile d'entendre mon enfant pourrait être opéré, ça c'est clair. Mais quand on a dit c'est une épilepsie qui part d'un seul endroit du cerveau, il y a des médicaments, peut-être on sera obligé d'associer des médicaments qui ne seront pas efficaces.
c'est bien aussi d'entendre, il y a peut-être autre chose derrière, parce que si on va me donner 1, 2, 3, 4 essais de médicaments, mais qu'est-ce que j'ai derrière en fait? Donc pouvoir dire que éventuellement la question de l'opérabilité de l'épilepsie, elle est systématiquement posée enfin, quand même dans les centres ou n'importe, on se pose quand même rapidement la question, dans quelque chose qui est focal, est-ce que la chirurgie est quelque chose qu'on pourra proposer, quitte à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin, mais en tout cas, si les médicaments, 1 ou 2 antiépileptiques permettent à la personne d'aller très bien dans une épilepsie où il n'y a pas de lésion évidente, on ne va pas aller se lancer dans une chirurgie, si tout va bien. Il faut le rappeler, la majorité majorité des cas quand même. Heureusement, mais il n'empêche que c'est normal aujourd'hui, l'information fait que je pense que la majorité des patients auront lu à un moment ou à un autre qu'il existe de la chirurgie dans l'épilepsie. Alors, l'épilepsie étant bien sûr un grand mot qui met beaucoup de maladies. Mais donc, il faut pouvoir répondre à cette question, parce qu'on peut aussi avoir dans des épilepsies non chirurgicales la question, est-ce qu'on ne pourrait pas m'opérer? Donc, il faut pouvoir aussi... Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, on sait maintenant, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'effet des antiépileptiques sur le cerveau. Cette croyance que ça peut être peut-être toxique aussi de donner tous les jours sur Rosane me disait, un cerveau en croissance. Donner un poison, quoi, en fait. Oui, sur un cerveau en croissance en plus, qui va faire beaucoup de connexions, etc. Donc, il est vrai, on a maintenant des études qui montrent qu'effectivement, que plus les enfants ont des médicaments, sur le long terme, plus il y a un impact sur leur développement intellectuel. Donc ça c'est des choses, on le savait pas, enfin, etc. Donc là, maintenant, les études sont assez claires. Donc, d'où l'idée, d'optimiser vraiment le traitement par rapport au type d'épilepsie, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent aggraver certaines épilepsies, d'autres, au contraire, qui les dérissent. D'essayer de ne pas faire trop de polythérapie quand on peut. Et des fois, on peut avoir un peu plus de crises et un peu moins de médicaments. Ça, c'est quelque chose, ça améliore la qualité de vie, c'est bien connu. Et c'est là où, lorsqu'il y a une opportunité ou la possibilité d'un traitement chirurgical, du coup, on a la possibilité non seulement d'arrêter les crises et donc de supprimer ces effets. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez complexe, mais pour lequel on a des données assez précises sur le plan maintenant, sur le plan du recul et de l'effet cognitif. Alors oui, il y a les médicaments, mais il ne faut pas oublier l'impact de l'épilepsie active sur le fonctionnement du cerveau en premier, parce que celui-là, si les médicaments sont efficaces, on peut tout à fait suivre comment l'enfant progresse et son fonctionnement cognitif et n'avoir pas d'impact, parce que c'est aussi lié à d'autres paramètres que uniquement les médicaments. Il y a le cerveau du sujet, la maladie du sujet, les médicaments du sujet. Donc les généralités sont difficiles à faire. Oui, bien sûr, ça a un impact. Il n'y a pas de médicaments sans impact, mais l'impact n'est pas le même en fonction de chaque individu. Et en priorité, l'impact de l'épilepsie active est quand même largement documenté. Une épilepsie qui reste active, c'est un fonctionnement cérébral qui ne se fait pas normalement et qui va gêner les apprentissages académiques, gêner le fonctionnement, les compétences qui vont être acquises au fil de la maturation cérébrale. Donc, c'est important qu'il y ait table ronde, justement. Juste un dernier point pour finir sur cette table ronde que je voulais quand même aborder avec vous. Notre thématique, c'est comprendre et apprivoiser la maladie. Pour bien la comprendre, bien l'apprivoiser, il faut que le parcours de soins soit le plus fluide possible. Or, on voit qu'il est éminemment individuel. Évidemment, on s'adapte parce qu'il y a des épilepsies, parce qu'il y a des... Il y a quand même des recommandations. En 2023, la Haute Autorité de Santé a publié donc ses recommandations. La FFRE a d'ailleurs largement œuvré pour l'élaboration de ces recommandations. En termes d'accompagnement des familles, est-ce qu'il y a des choses centrales? Et puis surtout, est-ce qu'elles sont appliquées ou applicables, si je puis me permettre, ces recommandations, professeur Nguyen? Je pense qu'elles sont applicables. Alors, est-ce qu'elles sont appliquées partout? Probablement pas. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui pêche? Je pense qu'effectivement, quand vous êtes dans une grande ville où il y a un centre d'épilepsie, où il y a des cliniques de la première crise, des cliniques de la première crise pour entrer, où il y a des centres de référence pour les épilepsies rares, effectivement, vous avez quand même des parcours qui jalonnés fonctionnent. Oui, il y a quand même des structures qui fonctionnent relativement bien. Après, l'accès, effectivement, on sait bien que malheureusement en France, l'accès n'est pas toujours le même partout, mais faut pas être négatif non plus. C'est-à-dire que quand on avait regardé, c'était plus pour les adultes, mais
beaucoup des centres, en tous les cas dans les CHU, il y a des référents d'épilepsie. Bon. Après, c'est plus sur la durée où, une fois le diagnostic fait, ça veut dire quand même pas mal de déplacements pour les familles. Hein. Les moyens ne sont pas toujours les mêmes partout, malgré tout. Hein. Donc, ces recommandations, elles sont... je ne saurais pas répondre à la question si elles sont appliquées ou pas. En tout cas, elles sont applicables, elles ne sont pas du tout déraisonnables. Qu'est-ce qui manque un petit peu? Où est-ce qu'il faudrait en tout cas Il faut comme toujours un peu plus de monde. Ouais. Voilà, un peu plus de moyens. Oui, on disait tout à l'heure, il faut un an parfois pour avoir, enfin, ce que disait Marion, pour avoir un rendez-vous avec oui, un spécialiste de l'épilepsie. Donc, ça, d'accord. Je pense qu'il ne faut pas un an partout, mais bon, oui. c'est un peu... Tout ça est un peu long, mais ça reste... probablement quand même une maladie, alors j'ai l'habitude de dire ça, mais qui est difficile à gérer parce que c'est ni rare ni fréquent. C'est-à-dire que vous avez des maladies rares pour lesquelles vous avez des centres de référence, épilepsie rare, alors ce qu'on a nous aussi, mais en réalité quand on met toutes nos épilepsies rares les unes à côté des autres, ça fait quand même un petit nombre de patients assez conséquent. Donc quand vous avez une maladie très rare, vous allez trouver le centre et c'est un peu normal d'aller dans un centre quand on a une maladie très rare. À l'inverse, si vous avez une maladie fréquente, si vous avez une hypercholestérolémie ou si vous avez une hypertension artérielle, tous les médecins vont savoir gérer ces maladies. Et l'épilepsie, elle est malheureusement un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas assez rare pour que tous les patients puissent être vus systématiquement dans un centre, parce que ça représente quand même, Marion disait, 5000 enfants nouveaux patients par an. Hein, donc voilà. Et en même temps, c'est pas suffisamment fréquent pour que tous les médecins correspondants, traitants, généralistes ou pédiatres soient en capacité, y compris d'adapter le traitement des quand même 70% de patients qui sont pharmacosensibles. Il faut aussi remettre les choses et pour lequel il faut quand même si c'est pharmacosensible, être vigilant sur tout l'à côté qu'on a vu. Et donc la bonne structure pour répondre aux besoins spécifiques des épilepsies, de leurs particularités, par rapport aux moyens, c'est pour l'instant le modèle, il est un peu compliqué, je trouve, à définir. Et je dirais qu'il y a en plus, ce qui a été un peu dit déjà, un peu à la fois la stigmatisation, et puis ce qu'on entend en sous-jacent tout le temps, c'est la peur. Oui. Et en fait, c'est la peur qui fait le rejet, qui fait que ils vont pas faire on va pas faire les sorties scolaires, qu'on va plus pouvoir les emmener dans les transports en commun parce que le chauffeur veut pas les emmener parce qu'il a peur qu'il y ait une crise. Enfin, il y a cette espèce de peur de quelque chose qui est pas très long mais qui va envahir absolument. Qui est bloquant, quoi. Oui, qui va être très bloquant et qu'il faudrait réussir à désamorcer pour essayer de faire comprendre à tous ces gens qui ont peur que finalement ils sont plus délétères pour l'avenir de l'enfant que la crise on va en elle-même. reparler dans la deuxième table ronde, notamment à l'école, parce que c'est vrai que c'est... à l'école, dans les vies quotidiennes, etc. Oui, donc, les structures sportives et autres. Oui. Docteur Bulto, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Non. Écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette première table ronde. Donc, merci beaucoup à tous pour cet échange. On va maintenant poursuivre avec le public qui est dans la salle et le public qui est à distance. Le micro est à vous et nos invités vous écoutent. Ils sont là pour répondre à vos questions. Alors, on a déjà beaucoup de questions à distance. Donc, la première question, tu parlais de peur, et là, on aborde un sujet grave qui, je sais, fait écho dans la salle. Le risque de mort subite n'est quasiment jamais évoqué, et pourtant, il existe et est plus fréquent que le risque de mort subite du nourrisson. Comment développer l'information aux familles, notamment quand est posé un diagnostic, et quels sont les systèmes de surveillance ? Je pense que le sujet, il est évoqué, en tous les cas, il est évoqué. Et nous, on voit bien qu'il est évoqué dès la première consultation, quand on reçoit les enfants en clinique de l'épilepsie, parce que les parents le disent. Et donc, je dirais que c'est plus souvent les médecins qui ont peur de l'évoquer que la famille. Et parce que cette peur-là, elle existe. Donc après, il faut savoir le dire, que ça existe. Il faut savoir dire quelles sont les situations à risque, et qu'on connaît. C'est vraiment les épilepsies mal équilibrées chez le jeune adulte,
qu'on connaît. Hein, et ce risque-là, il fait partie des raisons pour lesquelles c'est vraiment important d'avoir des recommandations et des choses qui soient mises en place pour ça. Il y a différents systèmes de surveillance, il y a la montre, il y a le matelas, qui n'ont pas tous prouvé qu'ils étaient vraiment réellement efficaces, mais qui pour autant peuvent être utilisés. Peut-être il faut aussi rappeler que la meilleure prévention, c'est un traitement bien pris et éviter les oublis qui sont toujours à risque de favoriser des événements qu'on n'avait pas souhaités. Donc le travail sur la prise régulière du traitement reste important. Et de dire qu'il n'y a pas d'arrêt, il ne faut pas penser que l'arrêt puisse être possible comme ça, quoi. Quand on est équilibré, et bien sûr, quand on ne l'est pas non plus, et que quand on a une polythérapie, on est plus à risque. Mais c'est vraiment aussi cette prise de conscience de l'importance du traitement, qui est une prévention. D'autres questions dans la salle, peut-être? Sur le même sujet. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je témoigne du cas de ma fille, Daphné, qui est décédée à 18 ans, le 8 mars 2023. Elle avait une épilepsie depuis ses 12 ans, soignée en monothérapie. Pas de 4 années sans crise. Elle n'était pas résistante du tout aux médicaments. Et elle est décédée après 2 crises consécutives à un jour d'intervalle. Et la dernière crise, identique à la première la veille, c'est-à-dire qu'elle est tombée de son lit le matin. Et en fait, elle est décédée après la crise, parce que le risque, ce n'est pas pendant les convulsions, c'est dans les 3 à 10 minutes qui suivent la crise. Et les consignes données en cas d'épilepsie sont insuffisantes parce qu'il faut activement surveiller la respiration. À ce moment-là, la personne peut inhaler, la respiration peut s'arrêter, ça résulte en la mort subite en épilepsie. Les familles ne sont pas informées, en tout cas ne sont pas suffisamment informées. Donc avec d'autres parents, nous avons créé une association qui s'appelle Stop MEP, Stop Mortalité Épilepsie, pour justement inciter à une information correcte des patients, de leur famille et, je suis désolée de le dire, mais des médecins également, qui ne sont pas au courant de ce risque, ou très peu, ou qui le minorent, parce qu'en plus, il est très difficile d'avoir des chiffres. Statistiquement, c'est impossible de recouper des données. Donc il y a des choses à faire, mais on ne peut pas vivre avec l'idée que ça n'existe pas, parce que c'est faux. Il y a un décès sur 1000 par an, et ça, c'est quand on regarde le chiffre globalement. Quand on regarde plus finement, c'est 15%, c'est une chance sur 150 pour des personnes qui ont plus de 3 crises généralisées tonico-cloniques par an. Et voilà, il faut absolument que ce soit connu, que les médecins rapportent les décès. Et la médecine libérale, alors je sais que c'est plutôt pour des adultes, mais ne remonte pas au RSME les décès, donc c'est sous-évalué. Et eux-mêmes, les médecins, ne sont pas informés des risques, n'informent pas donc leurs patients. Alors après, à titre personnel, moi j'ai un autre message à faire passer aux parents. C'est, pour moi, ma fille est décédée de stress, de découragement, à quelques jours du bac, à quelques jours de Parcoursup. Elle suivait l'actualité. Alors en plus, elle n'avait pas une épilepsie pour nous, elle était malade, comme on disait 2 minutes par an, avec une crise ou de temps en temps. Je vous dis, il y a eu 4 ans sans crise, quand même. Donc, maintenant, je me rends compte qu'on aurait dû faire ce qu'il fallait pour qu'elle rencontre d'autres jeunes dans son cas. Elle avait scolairement, elle avait un très bon niveau. Son épilepsie n'avait pas affecté, sauf peut-être 1 an avant, elle avait eu plus de temps, je ne sais plus comment on appelle ça, du temps thérapeutique pour les épreuves. Voilà. Mais sinon, voilà, elle avait toutes ses capacités intellectuelles. Et alors, vous parlez de polythérapie, il y a quand même des exemples qui montrent qu'un deuxième médicament, ça diminue beaucoup le risque de mort subite. Et ma fille, en fait, elle a eu 2 médicaments, parce qu'ils ont changé de médicament en 2021. Cette année-là, elle a fait beaucoup de crises. Et donc, il y a eu une période de recouvrement des 2 médicaments pendant que l'un augmentait, l'autre descendait. Et
en fait, elle est décédée 6 mois après la fin de cette bithérapie, on va dire. Voilà. Et il y a des tas de choses qui ne sont pas pris en compte. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on veut. On a une petite documentation, d'ailleurs, ici. On a traduit un livret allemand, parce que dans les autres pays, il y a une information quand même plus importante. On a aussi un petit livret suisse, fait par la Ligue suisse de l'épilepsie. Et on a fait un courrier qu'on a adressé, donc, selon le conseil de l'ordre, au Conseil national professionnel de neurologie, mais visiblement, ça n'existe pas vraiment. Donc là, on vient de l'adresser à la LFCE, voilà, parce qu'on a des demandes à faire, enfin, pour améliorer cette information et pour améliorer la prévention, parce que comment prévenir un risque qu'on ne connaît pas? Voilà, merci de votre attention. Et je voudrais juste ajouter que ça me paraît hyper important donc on voudrait que cette information elle soit systématique, et à chaque fois la question c'est l'impact de cette information. Et donc moi je tiens vraiment à ajouter que elle doit être systématique, mais du coup ça veut dire aussi qu'elle doit être accompagnée. Il faut aller jusqu'au bout de l'affaire, c'est-à-dire que si l'effroi que cause cette information elle dégrade la qualité de vie, c'est pas une raison pour ne pas informer. Ça veut simplement dire que cette information, on ne doit pas la balancer comme ça. On doit l'accompagner, et ça veut dire que quand on a une maladie qui comporte ce risque et qu'on a une maladie chronique, il me semble en effet que voilà, les échanges thérapeutiques et l'aide psychologique, elles doivent être vraiment systématiques. Comment faire autrement? Enfin, comment laisser les gens se débrouiller avec cette information? On va la voir de toute façon parce que Google la donne, et donc ça urge qu'elle soit encadrée, accompagnée avec bienveillance et renouvelée, parce que elle trotte dans la tête et elle fait pas toujours le même effet sur le coup. Et puis quand on y repense 6 mois plus tard, une fois qu'on est tout seul, etc., etc. Voilà. Oui, mais je pense qu'effectivement tout ça c'est presque du bon sens. Après, je dirais que l'information, enfin, encore une fois, le savoir, on peut ne pas être au courant, mais on voit vraiment, nous, dès les entretiens de la première crise, que cette idée, elle est déjà présente, parce que les parents, ils ont eu peur que leur enfant meure à la première crise, en fait. Donc, il faut effectivement certainement former plus. Alors nous, on fait effectivement, il y a des formations aussi aux gestes de premier secours qui peuvent être faites justement pour aider. Alors ça concerne pas les épilepsies où il y a des crises généralisées tonico-cloniques. Il y a plein d'épilepsies que ça concerne pas forcément. Mais et cet accompagnement, ça va revenir dans le suivi clairement. Mais enfin, c'est plus vraiment, je trouve que c'est plus difficile. Enfin, pour quand on en parle, les parents, bien sûr qu'ils y ont pensé en fait. Là, souvent, ils y ont pensé. Et c'est plus difficile de l'aborder. Et bon, nous, on a la chance aussi d'avoir une psychologue qui intervient beaucoup, donc qui va aussi faire cet accompagnement, parce que chacun va le recevoir et réagir aussi de façon différente, bien sûr. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est bien. Ça, on en revient au parcours très individualisé. Il y a la pré-crise, la crise, la post-crise et l'intercrise, en fait. Et donc, quand on passe en revue, il faut essayer de passer en revue même ça, parce que là, c'est des problèmes de post-crise, avec des baisses de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est relativement rare, mais voilà, ce sont des choses qu'il faut évoquer. Donc c'est vrai que quand on parle de parcours individualisé, à un moment, en fait, on est dans le cas général, mais après, il faut aller vraiment dans le cas spécialisé, dans le cas très particulier. Donc, on ne peut pas le prévenir. C'est difficile à prévenir. Bon, il y a une prise de conscience là aussi, et c'est vrai qu'en France, on est plus ou moins en retard par rapport à d'autres pays. Bon, là, il y a des projets entre la Société française de neurologie pédiatrique et la Ligue française contre l'épilepsie pour essayer justement d'avoir un film, une espèce d'animation qui est travaillé depuis presque 1 an pour essayer de pouvoir donner ce matériel pour les professionnels et que les familles puissent aborder ce risque. Mais vous avez raison, c'est pas assez bien connu.
poursuivre du coup sur le parcours de soins parce que c'est lié sur les différences de territoire. Je suis toujours sur les questions qui nous sont posées à distance. Une maman nous dit « Je suis maman d'une enfant épileptique depuis 2 ans et quand je vous entends, j'ai l'impression que notre famille a vraiment été lâchée dans la nature. Petit hôpital de province, pas d'association localement, pas de psychologue formé pour cette prise en charge. Nous étions en attente d'une session d'éducation thérapeutique qui a été annulée. » Donc elle dit heureusement que ce type de colloque existe pour que l'on sache ce qui existe et comment faire justement quand il y a ce désert médical qu'on connaît par ailleurs, et est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge à distance. Je trouve que c'est une question particulièrement pertinente parce qu'on sait qu'on a ce problème alors qui est global en France, mais qui en l'occurrence, avec la nécessité d'un parcours de soins, comme vous le disiez, particulièrement individualisé sur l'épilepsie, du coup, les différences sont encore plus criantes. En fait, est-ce qu'il y a des solutions à distance pour remédier à ça? Alors, à distance, pas beaucoup, justement. Et ça, c'est un vrai challenge. Par contre, dans le cas précis, je pense qu'il faut que cette famille, en fonction de l'endroit où elle habite, fasse, je dirais... fasse appel en fait à l'équipe de neurologie pédiatrique qui est référente dans leur région en fait, parce que ça relève en fait forcément, mais il faut savoir demander s'ils sont dans telle ou telle région. Il y a toujours un CHU et en général il y a toujours un neuropédiatre épileptologue. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de remonter à un niveau au-dessus. Voilà, ça c'est. Mais il n'y a pas de. Pour l'instant, non, ça n'existe pas. Non, à distance, il n'y a pas, mais la possibilité quand même, dans chaque région, il y a quand même des CHU avec des neuropédiatres spécialisés en épilepsie. Donc, dépendant d'une région, qui va monter vers une région, enfin, vers un lieu qui est de référence ou de compétence, mais qui pourra, après, s'il le faut, on a des RCP quand même qui permettent de discuter, nous, en équipe nationale ou en équipe locale. Donc, oui, mais est-ce que le problème, c'est pas l'accès à cette information? Parce que pour le coup, nous, à la Fondation, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet où on nous demande, et c'est aussi une autre des questions posées, voilà, est-ce que vous avez la liste des neurologues, épileptologues, enfants ou adultes? Mais finalement... notre sentiment, je pense que tu dirais la même chose, c'est que même si on met ces informations sur notre site, sur les sites des associations de patients, sur les sites de la Ligue, le fond du problème, c'est qu'au moment où le diagnostic est posé, la personne qui va poser le diagnostic face à la famille ne va pas lui mettre ce point-là forcément à disposition. Et je dis ça, je n'ai pas non plus de solution, mais on a beaucoup travaillé avec Sylvie justement sur le parcours de soins. Et je pense qu'un des problèmes, c'est ça, c'est que voilà, comment pour les parents trouver déjà la bonne information. Et c'est qui finalement va conditionner tout le reste de ce que vous dites là sur la prise en charge. Et l'idée de ce colloque, c'était aussi de voir si on pouvait tous réfléchir ensemble à ça. Comment faire? Bon, il y aura là déjà des partages d'informations, mais il y a des choses qui existent. La plupart des parents ne savent pas tout ce qui existe partout en France, et on en parlera tout à l'heure pour tout ce qui est scolarité. Comment faire pour que tout cela soit mis à la disposition du plus grand nombre et pour qu'il n'y ait pas justement cette errance? Non, mais je pense qu'il y a je reviens sur ce que j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même 70% des épilepsies qui sont pharmacosensibles, et que effectivement on concentre dans les centres de référence épilepsie rare et les centres chirurgicaux les épilepsies les plus sévères. Et le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose à proposer pour des épilepsies peu sévères finalement, pour lesquels il peut y avoir malgré tout besoin d'ajuster le traitement, besoin de vérifier qu'au niveau scolaire tout se passe bien. Et ça, clairement, on n'a pas actuellement les ressources. Enfin, il ne faut pas non plus faire semblant que tout va bien. Globalement, les épilepsies les plus sévères, avec beaucoup de crises pharmacorésistantes ou sur des anomalies génétiques ou avec beaucoup de troubles associés ou qui vont relever d'une chirurgie parce qu'elles sont pharmacorésistantes, elles vont arriver dans des centres de référence et être prises en charge. Et Christine le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la démarche chirurgicale pour une épilepsie, c'est plusieurs mois, parfois plusieurs années, et ça demande beaucoup pour un patient, en fait. Donc ça fait une charge importante. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on a du mal à avoir une couverture nationale relativement équilibrée pour des épilepsies moins sévères qui ne nécessitent pas forcément de venir dans des CHU, mais qui devraient pouvoir avoir des réponses de proximité. Est-ce qu'on a une échelle de comparaison entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les autres pays européens? C'est une autre question qui est posée à ce niveau-là.
c'est très difficile de faire des comparaisons parce que les systèmes sont assez différents, surtout en ce qui concerne les enfants, hein, parce qu'il y a effectivement des pays où tous les enfants sont suivis jusqu'à 8 ans par des pédiatres. Il y a déjà sur le suivi organisé, c'est très différent. Bon, on n'est pas les mieux lotis quand même en termes de ratio médecin nombre de patients, si je peux dire ça comme ça, enfin, globalement. Après, dans les progrès qui vont certainement arriver, c'est que nous, on réfléchit à faire des séances d'éducation thérapeutique à distance pour les ce sera forcément des patients peut-être avec des épilepsies moins sévères. Mais c'est pareil, ça demande vraiment un travail d'organisation qui est énorme. C'est pas qu'on n'ait pas les moyens de le faire, les moyens intellectuels, hein, de proposer les activités et que les personnes puissent y participer. À Marseille, pour la journée nationale de l'épilepsie, on fait quelque chose hybride comme là, mais avec vraiment énormément de participants. Et on voit bien que c'est faisable, mais voilà, ça demanderait d'avoir d'autres personnes avec nous pour pouvoir créer, animer. Après, ça peut être animé par enfin, c'est pas forcément un médecin dédié, mais ça demande vraiment un temps d'organisation important, de mobilisation, mais très certainement, ça répondrait à de nombreuses questions. Voilà. Et d'autre part, je reviens sur le fait que tout le monde ne peut pas non plus avoir un deuxième avis. On est submergé par des deuxièmes... Enfin, je ne sais pas vous, mais nous, on est submergé par des deuxièmes avis qui sont justifiés et non justifiés. Il y a toujours la justification, quelque part, par rapport à l'inquiétude que peuvent avoir les parents et la justification peut-être d'un niveau intermédiaire entre le niveau expert d'un centre de référence, par exemple, dédié à la chirurgie ou dédié à des épilepsies difficiles, un niveau intermédiaire qu'on a du mal à avoir. En tout cas, nous, dans la région, certainement. Peut-être ailleurs aussi. C'est vrai que les recommandations de la HAS peuvent être un peu opposables, justement, parce qu'il y a le premier niveau, c'est être sûr que c'est de l'épilepsie. Donc là, déjà, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, donc, c'est le type d'épilepsie, en fait. Donc là, et à partir de ce moment-là, s'il y a un problème qui est perçu par les familles, ou par le médecin, ou par l'entourage, en fait, à ce moment-là, ils peuvent relever d'une structure de CHU spécialisée. Ça peut être un trouble d'apprentissage, ça peut être un médicament qui n'est pas bien toléré, ça peut être un diagnostic d'épilepsie qui n'est pas bien compris. Tous ces cas-là fait qu'ils relèvent, grâce à ces recommandations, d'une équipe spécialisée en CHU. Donc ça peut être ce deuxième avis, mais ça peut être simplement pour récupérer ou rétablir même une prise en charge qui soit plus homogène. Après, bon, je pense qu'effectivement, ce qu'on a discuté aussi, c'est que la vraie prise en charge, il y a l'épilepsie, puis il y a tout ce qu'il y a autour, et en fait, on aurait vraiment besoin d'avoir des relais de proximité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, la gestion à distance, alors moi j'étais plutôt très favorable, je trouvais ça très bien avant d'en faire les téléconsultations, etc. Mais en fait, les téléconsultations à distance, c'est bien pour des patients qu'on connaît, pour régler un petit truc, mais ça ne règle absolument pas. Alors, outre le fait qu'une fois sur deux, les parents viennent sans l'enfant à la téléconsultation, alors que le patient sait quand même l'enfant. Voilà, donc c'est pas un objet dont on va parler parce qu'il est donc bon. Donc, il y a le réglage, enfin des questions, etc. Mais il y a des choses du quotidien et en fait, ça, on peut absolument pas le faire à distance parce qu'il y a quand même une adaptation à faire en fonction des moyens locaux. Et donc c'est vraiment, je pense que s'il y a une réflexion à avoir, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des relais de proximité sans dire il faut faire venir tout le monde dans des centres très spécialisés. Parce que c'est trop fréquent, en fait, l'épilepsie, pour qu'on puisse faire ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une initiative qui a été faite par la Ligue française contre l'épilepsie, où il y a une cartographie. Donc si vous avez sur le site et que vous regardez cartographie, qui consiste donc à essayer de repérer tous les professionnels de santé, les neurologues, mais ça peut être les psychologues, les gynécologues, les neuropsychologues, les centres, etc. Et donc sur l'onglet cartographie qui est accessible à tout le monde, donc il y a, je dirais, cette initiative pour repérer les professionnels donc sur toute la France, l'Hexagone, pour essayer d'avoir des relais, des professionnels qui soient validés et intéressés par l'épilepsie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Étienne, je suis papa d'un petit garçon, de 3 garçons dont un est épileptique.
Moi, je voulais juste faire une remarque. J'ai plein de trucs à dire, mais juste une qui me paraît très importante. C'est mon ressenti dans le suivi des 7 années là, de notre fils. C'est très difficile d'arriver avec le neurologue, de partager l'évolution du cas. C'est-à-dire que dans notre cas, par exemple, il y a un médicament qu'il a pris en début de traitement qui ne marchait pas et qui a marché 4 ans plus tard. Et en plus, il y a parfois quand il y a plusieurs médicaments, il y a la montée du médicament et il y a les crises et tout ça. Et je me suis retrouvé un jour à faire un graphique pour expliquer à un neurologue, là on avait pris ça, là il a fait 3 crises, après on est monté comme ci, on est descendu comme ça. Et en fait, je trouve que ça manque énormément parce que même nous, on oublie en plus au bout de 3-4 ans, on ne sait même plus trop ce qui s'est passé. Et je ne sais pas s'il y a un outil qui existe ou s'il y a quelque chose qui est possible de faire, mais je trouve que pour les parents, c'est un casse-tête de savoir exactement c'est quoi la dynamique de tout ça. Alors il y a une application qu'on utilise nous qui s'appelle Epilepsy, qui fait ça en fait, c'est-à-dire sur lequel vous pouvez noter les crises, noter les traitements, puis ça vous fait des beaux graphiques. Mais ce point-là est extrêmement important et c'est quelque chose qui est assez étonnant, je ne sais pas, mais la difficulté de reconstituer l'histoire d'une épilepsie, des traitements qui ont marché, pas marché, supportés, pas supportés, pourquoi on les a mis, pourquoi on les a arrêtés, jusqu'à quelle dose on est monté, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est-à-dire si vous récupérez, si vous devez reconstituer l'histoire d'un patient et que les parents ne sont pas obsessionnels, c'est juste pas possible, en fait. Et on compte sur les parents parce que effectivement, on aime bien les parents qui arrivent en disant « alors j'ai tout noté ». Et en plus, on vous demande « bon, et alors à votre avis, lequel a le mieux marché ?» parce que... Ou lequel n'a jamais marché. Ou lequel n'a jamais marché, et pourquoi il ne faudrait pas le reprendre. Mais bon, il y a une application qui existe, qui permet de faire ça. Moi, je la propose un peu systématiquement. Je dirais qu'il y a un tiers des parents qui disent « oh non, moi je préfère mon carnet ». Les 2 tiers disent oui, pourquoi pas, et sur cela, il y en a une petite moitié qui ouvre son compte et encore une petite moitié qui va le remplir au bout de 15 jours. Bon, voilà. Donc, Rosane, vous faites comment, vous, par exemple ? Oui, par rapport aux crises, je voulais rebondir. C'est que c'est vrai que ça donne une responsabilité de fou aux parents parce que finalement, quand on voit le neuropédiatre, on demande alors. On se base finalement de ce qu'on a vu nous en fait pour adapter le traitement et c'est vrai que faut réussir à prendre du recul parce que comme vous je me souviens des mois à écrire soit dans l'agenda ou dans cette application est vraiment super parce qu'on enregistre toutes les crises et puis alors après ça fait un magnifique graphique qu'on envoie au neuropédiatre donc ça permet de voir en fait à l'instant T les crises mais c'est une super grosse responsabilité en fait de comptabiliser le nombre de crises et on se dit en tant que parent mais mince, est-ce que j'ai bien enregistré, est-ce qu'il a bien fait toutes ces crises-là L'appli, vous, elle vous a aidé en tout cas. Oui, l'appli elle m'a aidé. Alors ça dépend, tout au long du parcours en fait de ma fille, j'ai testé différentes applications selon les mois où elle faisait trop de crises. Cette application, je la mettais de côté parce que ça me déprimait plus qu'autre chose. Je devais passer mon temps derrière le téléphone à cliquer. Donc, je la mettais de côté et quand il y avait trop de crises, j'avais mon vieil agenda. Mais voilà. On essaye de trouver les meilleurs outils. Epilepsy. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle ou des questions à distance Plein, mais je laisse la priorité à la salle. J'ai une question. Bonjour à tous. La première question concerne l'autisme et l'épilepsie. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Ma deuxième question, c'est comment gérer une situation autiste épileptique. Alors, oui, chez les personnes avec un autisme, il y a une fréquence un peu plus élevée de l'épilepsie. On y retrouvera tous les types d'épilepsie sont possibles. Les épilepsies plutôt avec des crises généralisées sont assez fréquentes. La difficulté de traitement, ça va être aussi la tolérance des médicaments par rapport aux troubles que présente la personne avec le trouble du spectre de l'autisme, de la déficience associée ou non, et des difficultés comportementales. Certains médicaments sont efficaces sur l'épilepsie,
et peuvent améliorer certaines des difficultés comportementales, d'autres vont pouvoir les aggraver. Donc je dirais que la difficulté n'est pas celle de l'épilepsie en elle-même, mais aussi d'avoir des médicaments qui vont s'adapter à la personne et à ses particularités. Et donc d'essayer de tenir compte, vraiment, on le fait toujours, hein, de tenir compte des effets secondaires, mais là de vraiment discuter aussi avec les parents du jeune de quelles sont les difficultés comportementales les plus prégnantes pour trouver un médicament qui ne risque pas de les aggraver ou qui peut en tout cas les améliorer. Problème de communication. Bien sûr. C'est ça avec l'autisme, c'est comment lui donner des médicaments. Après, vous parlez de la difficulté à ce qu'il prenne son traitement. Ah oui, il y a des difficultés de ce genre. Ah d'accord. Je pense que ça fait partie des aides où nous, on essaye, si vous n'y arrivez pas, c'est les infirmiers, que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui les donne. Ça peut des fois permettre d'améliorer la situation. Merci beaucoup. D'autres questions, je crois, dans la salle, non? Madame? Ah oui. L'association Dravet avait été en train de travailler sur des nouveaux... donc le syndrome de Dravet, c'est un syndrome particulier, épileptique, et ils étaient en train de travailler justement sur des supports qui serait compréhensible aussi pour des enfants qui ne sont pas lecteurs ou qui... Et il y a peut-être des pistes là, en fait, qui peuvent être bonnes aussi pour vous. Mais il y a des gens qui travaillent dans leur coin à essayer de résoudre ces problèmes. Madame, oui, allez-y. Alors pour ma part, mon petit garçon a une neuroatypie, les TDAH et TOP. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans et cet été, il a été sous Ritaline. Et cet été, il a fait des crises, il a révulsé. Donc on a fait un EEG à l'hôpital qui a ensuite donné lieu à un diagnostic d'épilepsie. Donc nous, le neuropédiatre nous a dit que clairement, c'était pas grave. Qu'on allait lui mettre un traitement en plus de la Ritaline. Et nous, en tant que parents, on est quand même très inquiets parce que c'est 2 traitements qui sont assez forts. Et en fait, on ne sait pas si dans son cerveau, ce que ça peut faire, les effets que ça peut avoir, et à long terme, ce que ça peut donner. Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un lien entre le TDAH et le TOP et l'épilepsie qui peut être relié, en fait. Alors, non, pas forcément. Donc le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est assez fréquent. Et en ce qui concerne, je dirais, l'épilepsie aussi. Mais le lien, donc ce qui est plus habituel, c'est plutôt que les enfants qui ont déjà une épilepsie peuvent avoir un déficit attentionnel qui n'est pas exactement le TDA, parce qu'il n'y a pas l'hyperactivité. Par contre, là, vous avez affaire à 2 maladies. Alors, on ne peut pas dire que ce soit ces 2 maladies, enfin 2 maladies. C'est un trouble du neurodéveloppement pour le TDA et vous avez le médicament adapté. Et après, tout dépend du type d'épilepsie. Parce que si c'est une épilepsie qui est bien identifiée, une épilepsie absence ou je ne sais quoi, à ce moment-là, cela relève aussi d'un traitement bien identifié, bien adapté. Parce que le laisser évoluer, comme vous le disiez, docteur Villeneuve, avec une épilepsie active non traitée, c'est encore plus délétère et le TDA va être aggravé. En tous les cas, la Ritaline risque de ne pas marcher. Et donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Mais tout dépend du type d'épilepsie. Ça, c'est vraiment très important. Mais il a besoin de Ritaline pour son TDA, il a besoin d'un antiépileptique, peut-être de façon passagère, 2 ou 3 ans, pour son épilepsie. Parce que les deux interviennent quand même ont un impact et ont à voir avec les fonctions neuropsychologiques. Donc il faut faire attention, il vaut mieux plutôt traiter si on connaît bien l'épilepsie et tout va bien se passer. Voilà. Plutôt que de ne pas traiter. Emmanuel, des questions peut-être à distance ? Oui, il y a notamment une question pour Rosen d'une maman qui est donc maman d'une ado épileptique depuis 2 ans et qui demande comment on fait pour être père aidant.
Alors, père aidant, en fait, ce que j'employais le mot père aidant tout à l'heure, c'était vraiment rencontrer ses pairs. C'est par exemple rencontrer un parent qui est dans la même situation voilà, que moi, que elle. Donc, voilà, moi, c'était par le biais d'associations de patients. Et puis, ou que ce soit même aussi en salle d'attente de neuropédiatrie, où on a créé des liens, ou en hospitalisation, pardon. On crée des liens. Et puis, voilà. Je sais que j'ai toujours un groupe sur Messenger avec des parents, par exemple, dont les enfants ont eu la même opération que ma fille. Donc, on s'appelle le groupe Occipital. Et voilà, on est père aidant, en fait, entre mamans, on s'envoie des petits messages de temps en temps pour se donner des conseils pour nos enfants. Donc en fait, c'est ça, la père aidance, c'est vraiment s'aider entre pairs, entre parents, entre patients qui vivent la même chose. Donc ça peut être par le biais d'associations de patients, par des rencontres dans la vie. Sur le même registre, et elle est là plutôt peut-être pour Nathalie Villeneuve, une personne nous dit justement qu'elle a entendu parler de formation à l'éducation thérapeutique. Comment est-ce que ça se passe? Comment on peut y accéder? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors, formation, je n'ai pas compris, c'est pour être patient expert ou... Enfin, je ne sais pas. Il existe des formations. Là, la question est formation à l'éducation thérapeutique. Je pense que ça porte de manière générale sur l'éducation thérapeutique et voir s'il y a des formations spécifiques pour les aidants, j'imagine. Pour les aidants comme pour les patients, il y a des formations dites de patients experts qui sont des formations généralistes qui permettront, qui permettront à la personne d'être patient expert et donc de co-animer des ateliers. Et après, si c'est plus participer à des séances d'éducation thérapeutique, il faut se rapprocher localement des centres qui le proposent. CHU en général? En général, oui, mais je pense qu'il y en a aussi en dehors. À la TEP, par exemple, qui n'est pas un CHU, il y a des séances d'éducation thérapeutique. Et très certainement à Toularroide, très certainement à Castelnouvelle, enfin dans les établissements où il y a des personnes avec épilepsie qui sont pris en charge. Il y a le site Edunoroll qui répertorie tous les programmes. Vous pouvez redonner peut-être le Edunoroll. Edunoroll qui répertorie les programmes. Okay. D'autres questions à distance, Emmanuel? Moi, j'en ai pendant une demi-heure. Donc une dernière, peut-être, alors? On va s'arrêter dans 10 minutes. Les conseils de vie, on en parlera, je pense, plus tout à l'heure aussi. Les conseils de vie sont difficiles à faire respecter par les jeunes adultes. Doit-on considérer que l'épilepsie est pharmacovigilante si les crises perdurent et que ces conseils sont peu ou pas respectés? L'épilepsie est pharmacovigilante. Je pense qu'en gros, ça revient à dire finalement, il y a peut-être un risque de pharmacorésistance s'il n'y a pas d'observance, si le jeune est... Enfin, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, a du mal à... En gros, ça revient à dire comment gérer ça et le fait que finalement, l'épilepsie devient plus dangereuse à partir du moment où on est sur cet âge charnière où on sait bien que c'est plus difficile. Enfin, voilà, on n'a plus les enfants sous sa coupe et c'est plus difficile de contrôler leur qualité de vie, on va dire. Je pense que c'est un point, je ne sais pas si on en parle peut-être dans la deuxième table ronde, d'accompagner la transition. C'est-à-dire l'objectif, c'est quand même de rendre le jeune autonome vis-à-vis de son traitement. Parce que effectivement, c'est plus le téléphone de papa ou maman qui sonne pour dire qu'il faut prendre le médicament. Et ça, c'est un processus qui doit se préparer, longtemps à l'avance. Et donc tout ce processus qu'on appelle de transition puis de transfert vers un suivi à l'âge adulte, ça ne va pas se faire magiquement du jour au lendemain. Non, la boîte de médicaments n'arrive pas toute seule sur la table du petit déjeuner. Et n'arrive pas toute seule dans la bouche. En plus. Question sur l'évolution de la maladie. Est-ce que l'épilepsie peut évoluer? Qu'est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'on peut y avoir d'abord des migraines, ensuite une absence, ensuite une crise convulsive? Est-ce que c'est plusieurs types d'épilepsie différents ou c'est une évolution de la même maladie? Alors, c'est en fait une des caractéristiques de l'épilepsie, surtout chez l'enfant, d'être une maladie fluctuante.
C'est-à-dire qu'il y a quand même... on sait très bien qu'il y a une influence importante de l'âge, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quelle épilepsie à n'importe quel âge. Et on sait qu'il y a des périodes un peu de calme et puis des périodes de recrudescence, qu'il y a des épilepsies qui vont se révéler à la puberté, il y a des épilepsies qui vont s'arrêter à la puberté. Et que malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a une période de calme que le calme va perdurer. Et ce n'est pas non plus parce qu'on est dans une période extrêmement houleuse que ça ne va pas finir par s'arranger. Donc oui, c'est une maladie dont il faut admettre qu'il faut avoir une certaine capacité de lâcher prise, en fait. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'on ne va pas pouvoir tout maîtriser tout le temps, qu'il va falloir s'adapter au fur et à mesure, qu'un médicament qui n'a pas marché va peut-être marcher plus tard. C'est assez particulier, effectivement, cette variabilité dans le temps qui est importante et qui fait qu'on a du mal à prévoir, souvent. Et alors justement, en parlant de type d'épilepsie, une épilepsie qui se déclenche à 18 ans par des convulsions, est-ce que ça classe l'épilepsie dans une certaine catégorie ? Oui, probablement, mais il faut un petit peu plus que... Voilà. Il faut un petit EEG déjà pour aider. Mais il faut avoir cette démarche d'essayer de classer, effectivement, pour savoir de quel type d'épilepsie il s'agit, qu'est-ce qui va être adapté, pas adapté, quel est le pronostic éventuel. Oui, c'est une situation compliquée parce que ça va peut-être imposer un certain nombre de restrictions. Donc c'est là où le type d'épilepsie est fondamental. Ouais. Encore 2 questions ? Écoute. Oui, on va faire rapidement. C'est moi la gardienne du temps en même temps. Voilà, c'est ça, donc je te laisse. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact des médicaments anti-épileptiques sur le fonctionnement du cerveau, notamment sur les enfants et notamment à l'adolescence ? Ce qui, du coup, oblige à un arbitrage entre la prise en charge de la crise et les effets secondaires des médicaments. Tout ça dépend encore une fois du type d'épilepsie. Je pense qu'on peut pas faire de généralité. Alors moi je fais souvent c'est comme une infection. Vous avez une infection, vous avez des antibiotiques qui doivent être adaptés au type d'infection que vous avez. L'épilepsie c'est un peu pareil. Alors on a des règles un peu générales qui sont de dire qu'il faut 2 à 5 ans sans crise avant d'arrêter un traitement. Ça dépend si on a mis longtemps à équilibrer les choses, ça dépend du type d'épilepsie. Il y en a qui vont s'arrêter toutes seules, voilà, ça dépend d'un certain nombre de critères. Il y a des petits calculateurs possibles pour essayer de se dire quel est le risque de récidive. Mais encore une fois, on revient toujours au départ, être sûr que c'est une épilepsie et de savoir de quel type d'épilepsie il s'agit pour faire une réponse personnalisée. La dernière ? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Très bien. Eh bien, écoutez, il est temps de prendre une petite pause. Je vous invite à sortir par là et à passer dans la salle derrière où il y a des petites boissons qui vous attendent. On se retrouve dans 10-15 minutes maximum.